Bonjour. On a déjà parlé de LED et d'affichage au moyen de registres à décalage. On va voir aujourd'hui des circuits un peu plus complexes, aussi pour afficher à 2 dimensions et en couleur. Mais commençons par un petit peu de physiologie. Notre œil n'est pas du tout linéaire, alors que tous les capteurs de lumière que l'on va utiliser et les émetteurs de lumière sont linéaires. Donc typiquement, une diode lumineuse, vous pouvez la programmer avec des analog write pour faire ici un petit programme dans lequel vous augmentez l'intensité progressivement. Toutes les 300 millisecondes, vous augmentez l'intensité de 32, ce qui veut dire qu'en 8 étapes, vous aurez passé de 0 à l'intensité maximum. En exécutant ce programme, vous aurez l'impression que très vite, vous avez l'intensité maximum de la LED, puisque notre vision n'est pas du tout linéaire. Donc, ce que je propose, c'est de passer par une table de conversion qui est logarithmique, puisque notre œil est logarithmique. Le PVM pour les valeurs de 1 jusqu'à 7, puisque nous allons simplifier en faisant seulement 7 pas. Le PVM pour 1, il sera loin d'être le 10e, le 8e, qui serait 32, on va mettre la valeur 10, etc. Alors, on peut naturellement, c'est une courbe logarithmique, on peut sortir des virgules flottantes, appliquer les facilités de calcul de la librairie arithmétique d'Arduino, ça serait absurde. Vous définissez ces points dans une table, et maintenant, au lieu de faire analog write avec la valeur multipliée par 32, vous allez chercher dans la table la valeur à afficher. On va comparer ces deux solutions en faisant une petite expérience et en câblant deux LED côte à côte qui vont exécuter ces deux programmes. Vous voyez sur la vidéo les 8 pas qui avancent toutes les 300 millisecondes. Ensuite, le rythme s'accélère. Et pour finir, vous avez le clignotement dans le fond avec augmentation d'intensité, diminution d'intensité. Et c'est ça qu'il faut juger maintenant. Est-ce que ça vaut la peine de passer par une table pour avoir une meilleure impression subjective de cette linéarité d'affichage? Je reviens encore sur cette image, puisque si vous êtes observateur, vous avez vu que les valeurs que j'ai mises ici ne sont pas celles que j'avais prévues dans mon calcul initial. Effectivement, j'ai diminué les valeurs, j'ai déplacé la courbe plus proche ici de la barre verticale pour avoir une meilleure sensation quand les intensités sont faibles. Bien, alors maintenant, revenons au registre à décalage que vous avez déjà vu. On veut afficher 8 LED que l'on va câbler de préférence comme ceci. Vous avez besoin d'un registre à décalage et d'un registre parallèle qui va stocker l'information pour éviter que ça change sur les LED pendant le décalage, ce qui, dans certaines solutions simplifiées, peut être acceptable, mais la différence de prix entre les deux circuits ne justifie certainement pas cette simplification. Alors Arduino vous dit, c'est très facile, vous devez activer le signal load, et ensuite pour transférer 8 bits, vous avez une primitive qui s'appelle shift out, vous devez donner le numéro de la pin data, le numéro de la pin clock, un 0 qui veut dire que vous allez décaler à droite, et puis le motif que vous allez prendre dans un registre, et puis décaler progressivement dans le registre à décalage. Alors vous pouvez écrire cette routine directement en disant digital write le load, et ensuite on va faire 8 fois le test du motif que l'on avait là, puisqu'on prend dans un registre à décalage. On va tester le bit de point faible. Motif est 1. Et puis on va le copier sur le data. Si ce bit vaut 0, eh bien on va mettre un 0.
Et puis maintenant, on va préparer le coup suivant en décalant ce registre, écrire le clock, donner une impulsion sur l'horloge, CK égale 1, CK égale 0, répéter 8 fois et terminer le cycle avec un digital write. Voilà, alors, quel est l'avantage? Apparemment pas très net. Si vous voulez faire du C, alors là, je vous donne même le programme complet pour faire du C. Donc, on oublie les digital write et autres. On travaille avec le port et les bits, les numéros de bits sur ces ports. On déclare très clairement LED on, LED off, clock on, clock off. Et on fait un setup avec les bits qui vont intervenir en sortie. On prépare un motif pour l'envoyer sur les LED. Et puis maintenant, on désactive le load pour que l'information ne traverse pas pendant le décalage. Et puis, pour de 0 à 8, on sort le motif comme tout à l'heure avec le même masque. On décale et puis on donne les coups d'horloge. Donc on a, par rapport à l'exemple précédent, on a simplement changé les notations. Mais on est ici en C. Est-ce qu'il y a un autre avantage à faire du C? Eh bien, regardons la place utilisée en mémoire. 1000, 708. J'utilise le compilateur Arduino qui, au minimum, va placer 600 bytes pour mettre en route le setup et d'autres facilités. Donc, vous voyez que du point de vue de taille mémoire, c'est significativement plus court. On est proche de l'assembleur. Quand vous écrivez Shift Out, DA Clock, etc., au moment de l'exécution, la procédure doit aller regarder, ah, DA, ça c'est le numéro 5, où est-ce qu'il est sur tel port, dans tel bit, etc. Le 0, ben, vous allez avoir un choix pour dire soit je décale à droite, soit je décale à gauche. Et il n'y a que le motif qui est transféré tel quel. Alors maintenant, si on regarde le temps d'exécution, ben là aussi, la durée de 100 microsecondes diminue à 18 microsecondes, et même moins en choisissant d'autres instructions plus proches de l'assembleur, ce qui peut être quand même significatif. Dernier avantage, si maintenant vous voulez décaler 16 bits et pas 8, ici, vous devez faire un micmac avec le motif 16 bits pour prendre 8 bits, les envoyer, prendre la deuxième moitié de 8 bits, les envoyer. Ici, vous n'avez qu'à changer le nombre de décalage. Là aussi, naturellement, vous pouvez mettre 16, vous pouvez mettre 32. Plus, évidemment, il n'y a plus de type de données qui vous facilite la vie. Bien, voilà pour cette petite révision. Encore un élément qui peut vous induire en erreur des fois. Quand vous avez un registre parallèle, il peut être déchargé par une transition, et c'est comme un registre à décalage en fait, et puis il peut aussi être chargé statiquement, et on parle de registre transparent. Tant que load est à 1, l'information traverse. Donc, si vous changez l'information, elle va tout de suite passer de l'autre côté, alors qu'ici, c'est seulement à l'instant de l'horloge que la copie va se faire. Alors, en plus de ça, ben, évidemment, les fabricants, des fois, ils décident de travailler avec un petit rond ici. C'est pas au flanc montant, mais ça sera au flanc descendant. Ici, il peut aussi y avoir un petit rond. Et puis, ils peuvent décider d'appeler ça strobe et de pas très bien... savoir la différence entre load, transparent, etc. Ok, donc il faut s'adapter quand on reçoit un circuit, comme par exemple ce circuit de Toshiba, mais il y a beaucoup de copies avec des petites différences en 8 bits, en 16 bits. Celui-ci est 16 bits. Ce que ces circuits ont d'intéressant, c'est que en sortie, vous avez des sources de courant. Donc, ces transistors-là, avec une électronique adaptée, vous permettent de mettre une seule résistance qui va définir le courant dans toutes les LED. Donc, vous gagnez dans le câblage
Et si tout à coup vous décidez que ce serait bien d'avoir plus d'intensité, ben vous n'avez qu'une résistance à changer, ce qui pourrait encore se prévoir par logiciel. Alors, dans le circuit, vous avez en plus de ça une entrée enable qui autorise la sortie. Ça peut permettre de mettre des circuits en parallèle pour faire certaines astuces. Vous avez naturellement le registre parallèle de sortie avec un signal qui s'appelle latch, qui s'appelle ici strobe. Et pour savoir quel est l'effet de ce signal, la seule solution, c'est d'aller regarder le diagramme d'état. Alors, pour le registre à décalage, vous avez clock et data. Vous voyez que le data doit être stable au flanc montant de l'horloge. Et puis maintenant, vous voyez que le signal qu'ils appellent latch bar est une impulsion positive à la fin du chargement pour transférer l'information dans le registre. Cette impulsion peut continuer jusqu'à ce que vous recommenciez à envoyer les cloques. Alors avec ce circuit, ben, naturellement, vous faites très facilement un affichage multiplexé en commandant les lignes avec des transistors, comme on l'a déjà vu, avec une résistance unique pour tout ce panneau de LED, puisqu'on va sélectionner une ligne après l'autre. Si vous voulez afficher quelque chose, ben vous allez prendre le mode 16 bits ici, l'envoyer dans le registre en sélectionnant la ligne du haut. C'est bien d'avoir une correspondance entre le dessin et puis la table, mais c'est tout à fait arbitraire. On pourrait très bien dire, ben ça c'est la première ligne qui correspond à ces diodes-là sur mon dessin, qui correspondra peut-être aux diodes qui sont en haut. Hein. Il suffit de retourner de 180 degrés, le haut devient bas, donc ce qui est important, c'est de savoir exactement ce que l'on fait. Et puis là, ben, avec la procédure qu'on a vue tout à l'heure, efficace, ben, vous avez fait une procédure shift, et puis vous balayez ce tableau, donc c'est trivial. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu de couleur. Vous avez des diodes RGB qui sont 3 diodes sur le même boîtier, éventuellement dans un petit boîtier SMD de 5 mm de côté. Et la question, c'est de savoir comment câbler ces diodes sur des registres à décalage. Il n'y a pour le moment pas d'autre solution que de connecter les 8 bits, soit en disant ben, RGB, RGB, je peux mettre 2 diodes sur 8 bits. Si j'ai 16 bits, c'est à peine plus efficace, je vais avoir qu'une position qui est perdue puisque je peux mettre 5 LED, 5 x 3 ça fait 15. Je peux les alterner comme ça ou comme ça du point de vue câblage. Et ça, c'est l'organisation physique. Alors maintenant, au niveau de la mémoire, vous avez tout avantage à utiliser une représentation différente en général. Prendre par exemple, en restant avec des modes 16 bits pour un cube de 5 sur 5, eh bien prendre tous les rouges dans un mode, tous les verts et les bleus dans d'autres modes, dans d'autres tableaux en fait, et ça va vous faciliter dans le fond le dessin d'objets qui sont entièrement rouges, entièrement verts, et qui peuvent être superposés en envoyant d'abord l'information rouge, l'information verte. Alors là, on est en tout ou rien. On peut faire du PVM assez efficace sur tous ces bits. Il y a des très jolies solutions, mais la technologie a résolu ce problème. Hein. Il y a beaucoup d'applications qui ont besoin de diodes lumineuses et il y a beaucoup de circuits qui ont été développés dans ce but-là. Vous avez tous vu la publicité pour ces bandes lumineuses qui sont faites en fait en associant des circuits intégrés avec une diode. Parfois, il y a plusieurs diodes et puis il faut une alimentation en 12 volts. Ici, ben, ça pourrait être alimenté en 5 volts. Et le circuit qui est à l'intérieur ici est très intéressant parce que
Il est formé du registre à décalage traditionnel, du registre parallèle, mais ici c'est beaucoup plus compliqué puisque vous avez les compteurs qui, comme dans un timer, permettent de faire du PWM. Donc les valeurs 8 bits que vous envoyez dans chaque élément de couleur sont des valeurs qu'Arduino dit analog write, quelle horreur, qui sont des valeurs proportionnelles entre 0 et 256, puisqu'on a 8 bits. Alors ces circuits intégrés peuvent être cascadés, vous rentrez la data, le clock, vous ressortez avec un data, un clock qui est même amplifié, donc vous pouvez faire des bandes très longues. Et vous me direz, mais où se trouve le load? On a besoin d'un load ici pour charger le registre parallèle. Eh bien, c'est fait par une petite logique qui compte les 24 bits et puis qui remarque que vous avez arrêté d'envoyer des impulsions d'horloge pendant quelques centaines de microsecondes, je crois. Le temps est tout à fait court. Donc évidemment, quand vous êtes intéressé à rafraîchir, vous allez envoyer des horloges à toute vitesse, le plus rapidement possible, et puis faire une pause de 100 millisecondes pour dire que la transmission est terminée. À ce moment-là, au bout de 100 millisecondes, eh bien, il va y avoir chargement et vous pourrez recommencer à envoyer d'autres valeurs PWM. Donc, contrairement à la solution précédente où il fallait chaque fois recharger les registres pour modifier l'intensité, ici, une fois que vous avez défini vos couleurs dans la bande, eh bien, c'est programmé. Alors, ces bandes se vendent naturellement avec une librairie, avec une petite boîte et des boutons, et vous n'avez rien appris du tout, mais c'est très facile à programmer et pour faire exactement ce que vous voulez. Et vous trouvez la documentation à différents endroits. La représentation en mémoire, là, elle dépend de votre application. Vous avez 3 valeurs 8 bits de PWM. Vous pouvez dire, ben voilà, chaque pixel, puisque ça, c'est qu'une seule LED, je la mets dans un registre de 32 bits. Tant pis pour les 8 bits qui sont perdus. Et puis maintenant, ben, je peux remplir mes tables pour afficher. Je peux, dans cette table qui sera transmise par une routine adéquate vers l'affichage, eh bien, je peux venir calculer des changements de couleur, faire des modifications progressives ou faire des motifs, des chenillards, etc. Évidemment, une autre présentation, c'est de dire, mais je préfère travailler avec les couleurs séparément. Et puis, j'ai des tables avec les différentes couleurs. Et au moment d'envoyer les 24 bits vers l'affichage, eh bien, je vais prendre 8 bits pointés dans la table rouge, 8 bits correspondant dans la table verte, 8 bits dans la table bleue. Bien, maintenant, si on va aller plus loin, ben, il faut qu'on travaille en 2 dimensions. Et pour ça, vous avez tout un choix de circuits qui se développent. La technologie permet de les réaliser à des coûts tout à fait raisonnables, quelques dizaines d'euros. Ce n'est pas nécessairement la technologie OLED, ça peut être des technologies affichage cristaux liquides, mais vous voyez que ce module qui a 96 sur 64 pixels, évidemment c'est plus petit que la même quantité de diodes lumineuses, mais ça permet d'afficher des textes, d'afficher des graphismes et de s'entraîner à travailler avec ce que vous avez en fait sur vos tablettes. Ce sont uniquement des circuits simplement un petit peu plus grands qui sont maintenant sur toutes les tablettes, téléphones et autres. Le circuit qu'il y a derrière cet affichage, de l'autre côté du circuit imprimé, bon, voilà son schéma bloc. Contentons-nous de remarquer qu'il y a une interface vers le microcontrôleur. Cette interface, eh bien, il y a même différents modes. Ici, ça a été programmé pour avoir du SPI.
hein, les 3 signaux de décalage clock, data, load. Les informations qu'on passe là-dedans sont traitées par un microcontrôleur spécialisé avec des tas de modes. Et vous avez la sélection, dans le fond, des lignes et des colonnes. Ce circuit a 300, 400 pattes de sortie qui sont connectées par des circuits imprimés avec des conducteurs vraiment extrêmement fins, extrêmement serrés. Le fabricant vous offre des primitives parce que c'est clair que si votre programme doit dessiner une ligne droite comme celle-là, ceux qui ont fait les exercices du dauphin se sont rendus compte le nombre d'opérations qu'il faut arriver pour calculer les positions suivantes et afficher le... Donc au niveau de tous ces circuits, et sur vos tablettes graphiques aussi, il y a un accélérateur graphique. Et pour dessiner un point, vous devez envoyer les coordonnées de ce point. Pour dessiner un segment, vous devez donner les coordonnées des extrémités. Pour dessiner un caractère, vous devez donner la coordonnée d'un point de référence et le caractère. Et chaque fois, vous avez aussi un encodage de la couleur qu'il faut avoir préparé. Là, vous voyez que les 16 bits ont été utilisés avec un peu plus de bits, un bit de plus pour le vert, pour améliorer le contraste de couleur, probablement. Alors, ce genre d'application est facile à programmer. C'est casse-pied parce qu'il faut passer beaucoup de temps à modifier des coordonnées, à ajuster l'élégance du dessin. C'est facile à programmer parce que si vous faites une erreur de programmation, vous vous en rendez compte tout de suite, vous voyez quel est le segment qui a été mal dessiné, quel caractère a été mal choisi, mal placé. Donc, vous allez y passer beaucoup de temps, mais vous arriverez à des jolis résultats. Bien, on vient de voir beaucoup de choses, en particulier que c'est facile de passer par des tables de conversion pour transformer des phénomènes linéaires dans quelque chose de non linéaire qui correspond mieux à notre sensibilité physiologique, qui correspond mieux aux capacités de déplacement de vitesse d'un robot. Il y a vraiment beaucoup d'applications qui se résolvent avec des tables plutôt qu'avec des calculs. On a vu également que le registre à décalage est l'élément de base pour tous les affichages, en fait, que si on peut programmer avec des vitesses extrêmement différentes, suivant qu'on utilise des librairies ou suivant qu'on se rapproche au maximum du processeur, on a vu qu'il y a des circuits intégrés qui facilitent la commande des LED, réglage du courant, le câblage. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on trouve dans ces circuits des canaux PWM qui permettent directement d'avoir des intensités de couleurs en ayant naturellement balancé toute l'information nécessaire en série. Et qu'au niveau des affichages à 2 dimensions, les OLED ou les affichages LCD, là, il y a une possibilité d'informer l'utilisateur de paramètres, de courbes, de toutes sortes d'applications qui sont effectivement assez spectaculaires à programmer.